Voilà, donc c'est une présentation de l'avancée du projet ProCDH, qui est un projet qui consiste à faire une analyse protéomique du liquide amniotique en cas de hernie de coupole diaphragmatique pour rechercher des profils d'expression à caractère pronostique. J'ai déjà présenté le projet sur la précédente réunion FIMATO, donc ça sera assez rapide, surtout qu'on m'a demandé d'être assez bref. Voilà. Donc c'est une étude prospective dont le promoteur est le CHU de Besançon, mais c'est une étude bicentrique avec également le CHU de Dijon. Je suis coordinateur du travail, mais d'emblée, je voudrais saluer le travail énorme qu'a fait l'investigateur principal, qui est le docteur Nicolas Bourgon, qui a changé de centre plus récemment, mais qui en reste encore impliqué dans le projet. Voilà. Il s'agit d'une étude non interventionnelle qui consiste à utiliser un volume minimal de liquide amniotique chez les patientes dont le fœtus a une hernie de coupole et pour lequel l'amniosynthèse est décidée dans la prise en charge en routine. Donc, c'est une étude non interventionnelle. Aucune amniosynthèse n'a été réalisée uniquement pour le projet de recherche. Les exclusions, bien sûr, c'est le refus des patients, les malformations multiples et les grossesses multiples. Voilà. Donc, 14 patientes étaient éligibles. On a eu un échec d'inclusion pour des raisons de mauvaise communication entre équipes. Donc, 13 inclusions. Au départ, on avait prévu 10, mais il a fallu faire 13 inclusions parce qu'on n'avait pas anticipé suffisamment le fait qu'un certain nombre de ces patientes allaient avoir une interruption médicale de grossesse. Donc, 10 grossesses ont été poursuivies avec 10 naissances vivantes. Et au bout de 12 mois, 7 enfants sont vivants et on a à regretter 3 décès. Voilà. Donc voilà le planning du projet. On est presque à la fin, mais on n'a pas tout à fait fini. Donc, bien sûr, le recrutement des patientes, en particulier dans nos DCHU, a pris du temps. On n'est pas le même volume que des CHU de plus grande ampleur, on va dire. Et donc, ça a pris du temps. Et puis, surtout, l'analyse protéonique et l'analyse statistique est importante. Et là, nous sommes à l'étape d'interprétation des résultats et bientôt, j'espère, de publication. Voilà. Il faut préciser une chose, c'est qu'il s'agissait d'un projet assez exploratoire, parce que, bien entendu, pour des études en omique, on a besoin d'une quantité de data considérable, et 10 patientes, on peut bien sûr considérer que c'est un nombre assez faible, et on en est tout à fait conscient. Voilà, donc cette analyse protéomique a identifié 494 protéines qui étaient, je dirais, d'intérêt, parce qu'il y en a bien plus dans le liquide amniotique, mais bien entendu, c'est énorme comme quantité de protéines, mais on a pu tester 494 protéines, et sur celles-ci, 15 protéines, c'est-à-dire 3% des protéines, étaient différentiellement exprimées. Donc là, il y a une partie d'études bioinformatiques pour lesquelles je n'ai aucune compétence, mais qui ont permis d'identifier un certain nombre de protéines qui étaient surexprimées dans le groupe d'essai, en l'occurrence 6 protéines surexprimées dans le groupe d'essai, tandis que 9 protéines étaient surexprimées dans le groupe survie. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes ces protéines, d'abord parce que je ne suis pas biochimiste, mais il faut reconnaître que pour l'instant, à l'état de notre avancée, on n'a pas identifié un marqueur spécifique du pronostic, en l'occurrence du décès ou de la survie. Ces protéines, elles sont dans des chaînes métaboliques qui sont très variées, enfin des chaînes de transcription. Il y a des ADAMTS-L4, par exemple, c'est un régulateur d'apoptose. Il y avait par exemple, celle-ci, c'est aussi un régulateur de survie cellulaire. Il y a des ribonucléases. Enfin, c'est vrai qu'on a encore du mal à interpréter la pertinence de l'identification de ces différentes protéines. Alors, cela dit, je dirais que c'était un projet exploratoire, d'une part. Ça nous a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses parce que même l'analyse protéomique du liquide amniotique est beaucoup moins bien développée et beaucoup moins bien connue que la protéomique, par exemple, dans les fluides biologiques sanguins, par exemple, ou encore en cancérologie. Donc, je dirais que c'est une étude exploratoire qu'on va continuer à essayer de comprendre s'il y a dans des chaînes de messagerie usant des protéines, si certains sont plus importantes dans le groupe d'essai, mais il faut reconnaître qu'on ne s'attend pas forcément à trouver le marqueur avec cette petite série qui va servir surtout, j'espère, à développer une série d'une plus grande ampleur, parce que finalement, dans tous les CHU de France, on réalise des amniosynthèses en routine pour des patientes
qui ont un fœtus porteur de hernie de coupole. Et ça permettra, j'espère, de faire une étude de beaucoup plus grande ampleur sur ces prélèvements. Voilà, je voudrais remercier encore Nicolas Bourgon, qui a été l'investigateur principal, remercier les patientes qui ont accepté de participer, parce que même si c'est une étude non interventionnelle, c'est toujours délicat de se concentrer sur un projet de recherche qu'on vous propose, lire les fenêtres d'information, réfléchir, accepter, alors qu'on est dans une situation d'un diagnostic grave. Je voudrais remercier les cliniciens des CHU de Dijon et Besançon, en particulier de CPDBN, mais également les réanimateurs et les pédiatres, les chirurgiens. Il se trouve aussi qu'il y a 2 patientes qui ont accouché à Béclair, et donc je remercie l'équipe du CPDBN de Béclair, ainsi que les chirurgiens et réanimateurs de Bicêtre. Bien sûr, je remercie Fimato, qui nous permet de faire ce projet, en partenariat également avec un financement de la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric. Donc voilà, le temps qu'il a fallu entre le moment où parce que le financement, ça fait au moins 3 ans. C'est un toute première, 2017, 3 ans, 4 ans. Voilà, donc le temps initial nécessaire, mais bravo de l'avoir mené à bout parce que c'est un projet dont on avait mesuré la difficulté, toi le premier au départ. Accéder à ces liquides, ces malformations rares, cette technologie qu'il y a derrière. Et j'espère que ton étude un peu fouillée va permettre quand même de montrer les choses. Alors, si on a des différences de profil d'expression maintenant à démontrer sur est-ce que c'est redémontré sur des prélèvements sur une autre population prospective? Une population plus importante. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas trouvé le marqueur qui bien sûr. signe la survie ou le décès. On s'y attendait. Oui, bien sûr. Mais c'est sûr que voilà, c'est une étude préliminaire, mais pour monter un projet de grande ampleur type PHRC multicentriple national, on a toujours besoin de données préliminaires, et ces données préliminaires, quand on ne les a pas, c'est très difficile de passer l'étape suivante. Je vois qu'il y a une question. Oui, Sébastien. Vous dites qu'il y a des marqueurs qui sont surexprimés dans les 2 groupes. Est-ce qu'il y en a au moins qui est un peu plus caricaturalement surexprimé que les autres, ou c'est toujours dans des proportions similaires? Frédéric, on peut revenir, mais je garde la main, Jean-Pierre, parce que nos amis lyonnais sont connectés. Donc, on va quand même leur donner la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Lyon avant que je vous donne la parole? Oui, mais Sébastien ne peut pas montrer ça, l'hypocholestérolémie. Bon, alors nos amis lyonnais ne sont pas là. Donc, comment? Petite pause. Jusqu'à quelle heure, chef? 4 projets. Donc, si vous voulez bien, on va reprendre pour tenir le temps et rester à l'heure. Donc là, cette toute dernière partie de la journée est consacrée au retour des appels à projets qui ont été financés depuis 2017. Donc 2017, 2018, 2019 et 2020, 4 ans où nous avons pu soutenir ces projets. Donc, on va commencer par le docteur Schmitt d'Angers sur le projet Restrimis. Est-ce que vous voyez mes diapos et vous me dites d'avancer, j'avance? Ça vous va, madame? Très bien, bonjour, merci. Allez-y, bonjour. Donc, si tout le monde m'entend. Donc, voilà, je vais vous présenter l'état d'avancement du projet Restrimis qui concernait les retentissements respiratoires des anomalies de la paroi thoracique consécutives à la chirurgie des atrésies de l'œsophage. Donc, vous pouvez passer. Ce projet, il est né d'une étude qu'on avait menée juste avant, autour de l'année 2016, sur le registre du craquement aussi, sur le retentissement, la recherche des anomalies thoraciques après cure d'atrésie de l'œsophage. Et on avait pu montrer donc, sur les patients qui avaient été inclus entre 2008 et 2010 que 2 tiers des patients porteurs d'une atrésie de l'œsophage avaient des anomalies squelettiques et que 90% d'entre elles étaient des séquelles en lien avec la chirurgie thoracique. Donc, à cette époque, il y avait moins de 10% des interventions qui avaient été réalisées en thoracoscopie. Et un des résultats principaux de cette étude, ça avait été de montrer qu'en fait, après thoracoscopie, on pouvait réduire de 2 tiers les séquelles thoraciques comparées à la voie d'abord chirurgicale traditionnelle.
si vous voulez bien passer. En parallèle de tout ça, il y a quelques publications qui montrent qu'à l'âge adulte, un nombre significatif de patients présentent des symptômes respiratoires et en particulier des syndromes restrictifs. Et l'idée, c'était d'essayer de faire le lien de cause à effet entre la chirurgie, les anomalies thoraciques qui en résultent et l'existence d'anomalies au niveau des EFR après, à l'âge de 6 et 9 ans, d'où l'objectif de cette étude qui était d'évaluer le syndrome restrictif pulmonaire entre l'âge de 6 et 9 ans. Je vous laisse passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour cela, nous avons décidé de mener une étude non interventionnelle rétrospective en incluant les patients nés sur les années 2008 à 2013 et inclus dans le registre CRACMO et porteurs d'une atrésie de l'œsophage de type 3 hors long gap pour homogénéiser un petit peu plus la population, ce qui fait un nombre de patients attendus d'environ 650. Le critère de jugement principal de cette étude étant l'existence d'un syndrome restrictif diagnostiqué sur les données spirométriques réalisées entre l'âge de 6 et 9 ans. Et l'idée, c'était de pouvoir en faire une comparaison en fonction de la voie d'abord chirurgicale. Je vous laisse passer tout ça. Voilà, donc le calendrier initial, prévu de l'étude, c'était une annonce de cette étude faite il y a 2 ans, donc aux journées FIMATO de 2019, et on a été lauréat de l'appel d'offres de cette année-là, avec un recueil de données à suivre dans les 6 à 8 mois qui suivaient pour pouvoir exploiter les données et finalement les communiquer un petit peu plus d'1 an après. Si vous voulez bien passer la diapo suivante. Voilà, entre-temps, nous est arrivé au début du printemps l'épidémie du Covid-19, ce qui fait que si vous passez la suite, il y a eu plusieurs confinements et en lien avec ces confinements, des restrictions de déplacement pour motifs professionnels. Sur le printemps, l'été après a été consacré à essayer de récupérer l'activité en particulier chirurgicale et puis après tout l'automne, tout l'hiver, on a de nouveau été confinés. Et dans cette étude, il était prévu que les investigateurs angevins se déplacent dans les différents centres pour recueillir les données afin d'homogénéiser ce recueil des données et de minimiser les risques de biais. Donc, bien évidemment, il a fallu passer à un plan B, ce qui fait qu'à l'automne 2020, on s'est retourné vers les financeurs pour demander s'il était possible d'envisager de modifier un petit peu le budget pour établir des conventions avec Surcoût pour que les données puissent être recueillies directement dans les centres par des techs. Et tout cela va au rythme administratif. Donc, à l'heure actuelle, sur la douzaine de centres que nous avons pu démarcher, il y en a une dizaine pour lesquels des conventions de partenariat ont été signées. Et donc là, je lance un fervent appel à tous ces centres-là. Vous pouvez passer la diapo suivante pour que les investigateurs puissent si possible, activer leur tech pour qu'on recueille rapidement les données. Donc voilà, je vais quand même vous donner une analyse intermédiaire qui a été faite l'année dernière au cours du printemps, à l'été, après le recueil des 6 premiers centres. Donc, nous avons eu 156 patients dans ces 6 centres. Sur cela, il y a eu une absence d'EFR qui était effectuée sur environ 40% d'entre eux. Donc, un premier résultat de cette étude montre que malgré PNDS, finalement, les EFR ne sont pas aussi systématiquement faites entre l'âge de 6 et 9 ans qu'elles devraient être faites. Mais nous avons déjà pu inclure 92 patients dans cette analyse et 40% d'entre eux avaient un syndrome restrictif. Je vous fais passer la suivante. Voilà. Donc, nous avons essayé de rechercher quels pouvaient être les facteurs associés à ce syndrome restrictif. Et nous avons mis en évidence dans les facteurs les données à la naissance des patients que les enfants qui étaient petits pour l'âge gestationnel avaient plus de risques d'avoir un syndrome restrictif dans l'enfance, que le fait d'avoir une deuxième chirurgie thoracique et en particulier en lien avec la cure de cardiopathie, mais aussi d'avoir une gastrostomie pouvait prédisposer à la survenue d'un syndrome restrictif et que dans cette population-là, il y avait également plus de dénutrition. Par contre, il semblerait qu'une intervention de chirurgie anti-reflux puisse avoir un effet protecteur. Je vous laisse passer. Donc voilà, la deuxième version du calendrier, c'est maintenant on peut repartir dans le recueil de données. Donc il y a les centres pour lesquels des conventions ont été signées pour le recueil des données directement sur site. Les autres, on va essayer de profiter de l'accalmie de l'été pour venir récupérer un maximum de données chez vous. Et on est en train de contacter les investigateurs locaux
pour pouvoir prévoir ces déplacements-là. Et donc, dans ma version très optimiste, j'espère que nous aurons les données pour la fin de l'année 2021, ce qui nous permettra de faire les analyses au cours de l'hiver et du printemps 2022 pour pouvoir, si possible, vous les communiquer dans un an, pourquoi pas aux journées de FIMATO. Voilà, je vous remercie. Finalement avance malgré, bien sûr, le frein qu'a représenté l'épidémie qu'on a tous vécu, en particulier sur les projets de recherche qui ont tous pas que sur le… Tout à fait. Bien sûr, qui ont tous été impactés de façon directe, mais bon, vous avez déjà des résultats intéressants, alors qui finalement contredisent l'hypothèse de la chirurgie mini-invasive, puisque là, vous ne retrouvez pas, en tout cas dans l'analyse actuelle, de différence. C'est ça, si j'ai bien compris pour l'instant, en fait, non, là, pour l'instant, je vous ai mis des résultats globaux sur l'ensemble de la population d'études, parce que pour l'instant, on n'a pas encore assez de patients avec une thoracoscopie, en fait, pour pouvoir commencer une analyse en groupe de comparaison. Très bien, OK. Voilà, et je rappelle, mais ça a été communiqué que sur le registre, Stéphanie Lejeune, chez nous, a publié dans Pédiatrics, là, c'est sous presse, une étude de la fonction respiratoire et des complications respiratoires à l'âge de 1 an à partir du registre, qui retrouve, comme on l'avait identifié, bien sûr, que ces complications sont très fréquentes dans la première année de vie chez les enfants. Très bien, eh bien, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur ce projet? Donc, il n'y aura pas de prochaine fois pour venir où vous en êtes. Ça sera un papier signé avec les règles de publication de tout le groupe, remerciant tous les co-investigateurs, c'est ça la prochaine étape? Oui. Top, ça nous va très bien. Très bien, eh bien, merci beaucoup. On va passer, donc Frédéric Aubert ayant déjà présenté son travail. Docteur Michaud, est-ce qu'il est là? Ou elle est là? Alors, oui, je suis là. Projet Graal. Je vous mets la diapo, vous me dites si c'est bon. Oui. Attendez, c'est en train de charger. Voilà. Ah, vous allez devoir m'aider. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien ça, ouais. Allez-y, je vous passe la parole et vous me dites j'avance alors. Ok, alors bonjour, moi je suis Miacha Michaud, je suis médecin nutritionniste au CHRU de Nancy en Lorraine et je vais vous présenter rapidement l'avancée du projet d'étude Graal, qui est donc un projet d'étude dans le syndrome du grêle-court pour étudier l'absorption des antibiotiques à bonne biodisponibilité orale. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Alors, le syndrome du grêle-court, c'est une maladie rare abdominale qui touche, selon les dernières estimations, 5 à 10 patients par million d'habitants. C'est une pathologie qui est le plus fréquemment secondaire à une résection chirurgicale, notamment en cas de maladie intestinale chronique ou d'ischémie digestive, et où le patient se retrouve avec une longueur de grêle inférieure à 2 mètres. La conséquence, c'est qu'il y a une insuffisance intestinale avec une malabsorption au niveau des macronutriments, micronutriments, eau, électrolytes. Et c'est également le cas au niveau de l'absorption des traitements par voie orale. Ce qui fait que ces patients, en plus d'avoir besoin d'un soutien parentéral parfois quotidien, on a des difficultés à les traiter par voie orale parce qu'on n'a pas d'idée de comment les traitements oraux sont absorbés. Donc, il y a certains traitements oraux, style Coumadine, pour lesquels on va pouvoir mesurer l'INR pour savoir à quel point on est efficace ou non. Mais il y a d'autres traitements pour lesquels c'est plus compliqué, et notamment, on est souvent confronté à cette difficulté dans les traitements antibiotiques chez des patients qui sont souvent infectés et chez lesquels on est obligé de mettre en place des antibiothérapies par voie intraveineuse pendant toute la durée de l'antibiothérapie. Du coup, on s'est dit dans ce contexte qu'on allait mener une étude. Donc, c'est une étude pilote de pharmacocinétique qui est monocentrique parce qu'elle n'aurait lieu qu'à Nancy pour commencer, prospective, interventionnelle, descriptive sur 10 patients. Donc, 10 patients avec un syndrome du grêle-court pour essayer d'évaluer l'absorption des antibiotiques après administration orale chez ces patients qui nécessitent une antibiothérapie curative pour une infection.
La méthode, en fait, ça serait de mener à bien le traitement antibiotique par voie intraveineuse et ensuite de relayer avec quelques jours d'antibiotiques par voie orale et de faire une cinétique pharmaco au niveau des concentrations sanguines de ces produits. Il y a quatre antibiotiques qu'on souhaiterait évaluer, que sont l'amoxicilline, l'ofloxacine, la lévofloxacine et le Bactrim. On peut passer à la diapo suivante. Alors, les avancées du projet à ce jour, quand on a soumis ce projet à l'appel à projet FIMATO 2020, on avait déjà pu récolter 15 000 € en prix de recherche par la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme. On a eu le plaisir d'être lauréat l'année dernière avec 15 000 € de plus grâce à FIMATO. Et du coup, l'année 2020 a consisté surtout à compléter le financement, ce qu'on a réussi à faire en fin d'année grâce au laboratoire Fresenius Kabi qui fabrique de la nutrition parentérale et qui participe à cette étude à hauteur de 30 000 €. Donc, on a pu boucler le financement. On a finalisé complètement le protocole d'étude. On a soumis le projet en CPP début juin, là, et on a eu un retour il y a un peu moins d'une semaine, il y a une semaine à peu près, qui nous a donné un avis favorable. Donc, on est en attente des autorisations par l'ANSM. Une fois qu'on aura obtenu ça, on va pouvoir, nous, au niveau local, désigner un attaché de recherche clinique en charge du projet. Et avec un peu de chance, on va pouvoir mettre en route les inclusions à partir du mois de septembre prochain. En tout cas, on aimerait bien dès la rentrée. Donc, voilà l'avancée du projet qu'on n'hésitera pas à venir vous représenter une fois qu'on l'aura finalisé. Super, merci beaucoup. Et on voit bien aussi l'effet un peu levier. Il est toujours plus facile d'obtenir de l'argent ou un support industriel si on a déjà une petite prise de risque. Et du coup, il y a une société savante, il y a une filière maladie rare et un industriel. Et finalement, vous arrivez à avoir un budget de 60 000 € qui doit pouvoir le faire à peu près. Si c'est sur 10 malades, vous devriez vous en sortir, je pense, oui, en limitant les coûts locaux. Si vos pharmacocinétiques ne vous facturent pas trop leur analyse, vous devriez réussir à le faire. On a réussi à s'arranger avec eux, oui. Très bien, très bien. Et bien voilà, un projet qui est lancé, qui a les autorisations. Bien sûr, on ne s'attend pas un an après que vous nous ameniez des résultats, mais voilà, ça permet aussi de rassurer tout le monde sur le dynamisme qu'il y a derrière le projet et la mise en place des différentes autorisations administratives. Donc, bravo et merci pour cette présentation. Laura Goupil maintenant, donc, qui est chargée de com à la FAO, qui veut nous rapporter. Vous êtes là, Madame Goupil? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est bien je vais mettre le diaporama. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. J'active ma vidéo. Très bien, vous me dites quand il faut avancer. Je vous passe la parole. Allez-y. Merci beaucoup de nous présenter l'état d'avancement du lauréat. Donc là, vous parlez du lauréat 2020 et pas 2019, c'est ça? Alors, je vais parler des deux. En fait, je voudrais vous parler de deux choses. Alors, le premier point, c'était le projet pour lequel on a été lauréat en 2019. Donc, l'accompagnement de l'enfant hospitalisé. Alors là, on est sur l'hébergement des familles qui ont un enfant hospitalisé. Et puis, je voudrais vous parler aussi du projet sur lequel on a été lauréat en 2020. Mais c'est un projet qui était très similaire à un autre projet sur lequel on a été lauréat également en 2018. Donc voilà, on est ravis que FIMATO nous ait donné des prix sur ces deux projets-là. Donc le deuxième, c'est sur des ateliers cuisine. On est sur des ateliers oralité, découverte des textures et des sens. Donc je voudrais bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, donc le premier projet accompagnement de l'enfant hospitalisé, on était sur l'objectif suivant, donc de permettre un meilleur lien familial durant l'hospitalisation d'un patient, donc de la filière. On était face à un constat, c'est que les familles avaient du mal à trouver un hébergement lorsque leur enfant était hospitalisé, donc soit un hébergement longue durée, soit un hébergement courte durée. Donc là-dessus, on a été accompagné par FIMATO sur une première étape. Ça a été de recenser au final les hébergements qui existent déjà à proximité d'un hôpital de la filière,
Donc, ces hébergements qui étaient des maisons hospitalières, des maisons des familles, les maisons McDo, Ronald McDonald, mais également les hôtels qui sont proches des hôpitaux et puis qui en fait ont l'habitude de travailler avec les hôpitaux et qui ont des tarifs négociés. Donc, sur cette première étape, on a réussi à recenser 100 hébergements et on a publié une carte nationale qui aujourd'hui est hébergée directement sur le site de Fimato et qui permet aux familles de trouver rapidement un hébergement à proximité de l'hôpital. Voilà, si le premier hébergement sur lequel ils ont été orientés est complet, parce que ça arrive très souvent, ils ont la possibilité de chercher d'autres hébergements à proximité. Là, actuellement, on est sur une deuxième étape qu'on a amorcée en début 2020. C'est de mettre en place en fait une liste de familles d'accueil bénévoles qui seraient volontaires pour accueillir les familles lorsqu'en fait ces familles-là qui ont un enfant hospitalisé n'ont plus de toute place dans le parc d'hébergement qui existe. Donc là, on a travaillé avec Fimato et notamment avec Marine Gonzalez sur une charte d'accueil des bénévoles qui accueilleraient les familles. Mais voilà, on a été coupé par la crise sanitaire qui est survenue au printemps 2020. Donc, on n'a pas pu vraiment lancer le projet auprès de nos adhérents et auprès de nos familles proches pour qu'elles puissent se proposer d'être des bénévoles, puisque voilà, Covid-19 oblige, on ne pouvait pas décemment lancer ce projet-là à cette période-là. Mais on espère pouvoir lancer cette deuxième étape à la rentrée et évidemment en fonction des conditions sanitaires. Et alors, le troisième point, qui serait vraiment l'aboutissement du projet, c'est-à-dire si on est face à un cas où une famille ne trouve aucune place dans le parc d'hébergement existant, donc qui sont les maisons hospitalières, les maisons des familles, etc., et d'autre part qu'aucune famille d'accueil bénévole est d'accord ou disponible pour accueillir cette famille-là, on serait sur le développement d'un formulaire de prise en charge vraiment Fimato pour les associations, mais alors vraiment si aucun hébergement n'a été trouvé. Et évidemment, cette troisième étape, elle va en fonction de l'étape 2. Donc évidemment, on aimerait avoir le plus de familles d'accueil bénévoles possible pour éviter d'avoir à passer à cette troisième étape. Voilà pour ce projet. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le deuxième projet donc, sur lequel on a été lauréat en 2020, mais c'est un projet qui était très similaire, donc, comme je le disais, au projet de 2018. Donc, on est sur les ateliers cuisine. Donc, on est sur l'oralité, vraiment la sphère vraiment d'ateliers cuisine, oralité, découverte des textures et des sens. Donc, en fait, ce qu'on proposait donc en 2020, c'était de proposer vraiment des ateliers cuisine en présence d'une orthophoniste, donc Alice Savard, spécialiste des troubles alimentaires pédiatriques, pour 6 groupes d'enfants de 2 à 16 ans. Donc, on avait identifié plusieurs villes en France qui présentent des troubles de l'oralité alimentaire. Donc, au-delà de l'atrésie de l'œsophage, on voulait aller plus loin. Donc, ça pouvait être d'autres enfants porteurs de malformations abdominaux-thoraciques. Donc là, on a travaillé avec l'orthophoniste pour définir ces projets. Donc, on était vraiment sur l'accompagnement au développement neurosensoriel du petit enfant. Donc, elle a développé des petits exercices en fait, en lien avec vraiment l'alimentation pour redonner en fait à l'enfant le plaisir de manger. Et on était sur un deuxième objectif également, c'était qu'on était face à un constat en tant qu'association de patients, c'est qu'on a des familles qui sont très isolées médicalement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'orthophoniste spécialiste de l'oralité alimentaire proche de chez elles. Et donc, on voulait permettre à ces familles-là de rencontrer au moins sur un atelier ou 2 ateliers un orthophoniste pour amorcer la discussion et puis amorcer, si jamais, un futur accompagnement, si les familles sont d'accord de faire beaucoup de routes pour aller voir l'orthophoniste. Mais voilà, ça permet au moins d'amorcer les échanges sur les troubles de l'oralité alimentaire que leur enfant peut présenter. Et puis, évidemment, un autre point, c'est de favoriser le partage d'expériences entre ces familles, parce que nous, on sait en tant qu'association de patients que c'est extrêmement important pour les familles d'échanger leur vécu et leur expérience, donc sur les troubles de l'oralité alimentaire, évidemment. Et puis le dernier point, et ça c'était lié justement au projet de 2018, c'était d'informer les familles sur les troubles de l'oralité alimentaire. Donc en 2018, on avait développé grâce au soutien de Fimato des fiches oralité. Donc on était sur 12 fiches différentes, 12 fiches exercices que les familles peuvent faire en fait chez elles en accompagnement d'un orthophoniste, en parallèle évidemment. Et donc l'idée de ces ateliers, c'était aussi de distribuer ces fiches-là pour que les familles puissent vraiment, au retour à la maison, vraiment amorcer les échanges et se dire, bon, allez, c'est bon, je vais aller voir un orthophoniste, parce qu'on sait que c'est important pour les enfants opérés d'une atrésie d'œsophage, justement touchant de l'oralité. Donc là, actuellement,
On a été impacté également cette année par la crise sanitaire, mais on a quand même pu faire des ateliers. On les a fait en ligne. On a pu faire 3 ateliers, donc avec l'orthophoniste Alice Havard. On a demandé aux participants de préparer du matériel en amont. Ils ont pu faire l'exercice chez eux en ligne en présence de l'orthophoniste. Donc on l'a fait en 2 temps. On a fait d'abord une partie exercice et en deuxième point une partie échange et discussion pour que les familles puissent vraiment comprendre ce que c'est les troubles de l'oralité alimentaire. Et donc on a eu 13 familles bénéficiaires de ces ateliers et on va faire un 4e atelier le samedi 3 juillet. Voilà, à l'occasion de notre journée des familles annuelle. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation de ces projets. Merci beaucoup. Sur ce dernier projet, donc juste une question. Le projet au départ, c'était 12 ateliers cuisine, donc ça fera 4 à partir de ce week-end ou le week-end prochain. Vous avez donc prévu de poursuivre dans l'année et si oui, est-ce que vous allez repasser en vrai, enfin en rencontre On aimerait bien à la rentrée, oui, reprendre ce rythme-là de présentiel. C'est notre objectif en tout cas. On espère pouvoir le faire. Et je voulais juste revenir sur le point 2 de votre projet précédent. Il me semble me souvenir, mais c'est probablement vrai, que finalement, cette liste de familles d'accueil bénévoles proches ne concernait pas que les familles AFAO, mais toutes les associations de la filière, c'est ça, hein, c'est exactement, bien ça, hein. oui, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à ça lors des réunions que Fimato faisait avec toutes les associations de patients de la filière. Et donc, l'idée, ce serait d'avoir des familles d'accueil bénévoles au sein de la filière, vraiment. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a des questions particulières, des remarques? Non? On va passer du coup à la dernière présentation du docteur Dreyfus. Je vais vous trouver. Est-ce que le docteur Dreyfus est en ligne? Et j'ai son diaporama. Est-ce que le docteur Dreyfus est là? Alors, ça va être vite fait. Comment? Il y a des gros orages à Lyon. Oui. Alors, et comme nous, on est un tout petit peu en avance, on est même bien en avance, une demi-heure d'avance sur le programme. C'est probablement pour ça, mais je peux peut-être le défiler du coup, hein, c'est pas très grave. Elle a eu la bourse en 2017, elle a inclus en 2018. C'était de la réanimation, c'est de la réanimation. Hernie diaphragmatique congénitale. Il y a quelqu'un à hernie encore ici, non, qui connaisse ce projet. Donc, étude pilote prospective descriptive sur les techniques de ventilation. Je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup. Et alors, il y a 8 patients inclus dans l'étude. Est-ce que vous m'entendez? C'est Sébastien Blanc à Lyon. Ah, super, Sébastien. Est-ce que tu peux prendre le relais? En fait, Lélia, je viens de l'appeler. À l'aide, Sébastien. M'aider. Je viens d'appeler Lélia qui est en train de se connecter et c'était la dernière à passer, je crois. Oui, mais on est un peu en avance, excuse-moi, mais on est un tout petit peu en avance, du coup, si… Alors là, on lui a demandé de se connecter, donc je pense que dans 2-3 minutes, grand maximum. Très bien. Je préfère qu'elle parle plutôt que… D'accord, on va patienter qu'elle connecte. Désolé, mais on a pris finalement un peu d'avance sur les projets et c'est mieux en effet que ça soit elle qui puisse nous présenter les choses. Peut-être en attendant qu'elle se connecte, qu'est-ce qu'on a Ça y est? Ah ben alors, voilà, parfait. Excusez-nous de nous avoir un peu pressés, mais voilà, on est un peu en avance sur le programme. C'est vrai qu'on a l'habitude, non, on n'est pas très en retard d'habitude, mais voilà. Je vous passe la parole et vous me dites d'avancer la diapo et je vous avancerai la diapo, ok? Ok, très bien. Merci. Désolée, j'avais une autre réunion, je n'avais pas pu annuler. Donc, moi, je vous présente l'avancement du projet Navadiaf pour lequel j'avais eu donc la bourse Fimato en 2017. On a débuté les inclusions en août 2018. Vous pouvez passer. Donc, pour rappel, j'ai déjà présenté, c'est une étude pilote physiologique qui a donc pour but de décrire le travail respiratoire chez le nouveau-né atteint de hernie diaphragmatique congénitale en ventilation invasive NAVA et en ventilation conventionnelle pendant la période post-opératoire.
Donc, c'est une étude monocentrique. On a inclus les nouveau-nés admis en réanimation au-delà de 34 semaines avec un diagnostic de hernie diaphragmatique qui ont bénéficié d'une chirurgie et qui nécessite un support ventilatoire invasif. On a recueilli donc les caractéristiques générales du statut respiratoire et également on a mesuré les pressions des voies aériennes qu'on a récupérées grâce à un connecteur relié au respirateur cerveau-I ou cerveau-N. Et on a mesuré les pressions œsophagiennes et estimé le travail respiratoire grâce à une sonde œsophagienne qu'on a mis en plus. Vous pouvez passer. Donc, depuis l'inclusion, depuis le début de l'étude, on a 15 patients qui sont nés avec un diagnostic de hernie diaphragmatique. 6 patients n'ont pas pu être inclus. 5 qui sont décédés précocement avant la chirurgie, un qui a été extubé très très rapidement juste après la chirurgie qu'on n'a pas pu inclure non plus, et un qui est malheureusement né pendant la période Covid où on n'avait pas le droit de faire de la recherche, donc on n'a pas pu inclure. Donc, au total, on a inclus 8 patients et on a arrêté l'étude en janvier pour pouvoir avancer et analyser les données. Donc, voilà les 8 patients. Donc, c'est des résultats préliminaires que je vous présente parce que ce n'est pas encore complètement avancé. On voit que c'est quasiment que des hernies gauches. On a 2 hernies droites. Tout avec un diagnostic anténatal sauf une, avec des LHR, on va dire plutôt modérées, des formes modérées et quelques bonnes formes. Principalement moitié à peu près de plaques et de sutures simples, des chirurgies assez précoces et des enfants qui sont ventilés en moyenne plutôt... on a un enfant qui a été ventilé très longtemps et sinon plutôt des ventilations relativement courtes. On peut passer. Donc, les résultats, elles sont vraiment préliminaires parce qu'il y a une grosse analyse de données physiologiques qui est en cours, mais qui prend énormément de temps. Donc, c'est le projet de l'année. Donc, j'espère pouvoir vous présenter les résultats définitifs l'année prochaine. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a réussi à en extuber 7 sur les 8 de la NAVA, sauf un qui est décédé, qui était le patient numéro 5. Qu'on a eu une bonne acceptation de l'étude, on n'a eu aucun refus et aucun événement indésirable lié à la mise en place de la sonde de mesure de pression. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une meilleure synchronisation en NAVA, déjà en regardant les courbes de pression. Et ce qu'on a vu aussi, et ce auquel on ne s'attendait pas, ce qui va être intéressant à discuter, c'est qu'on voit surtout qu'ils travaillent, on pensait montrer une diminution du travail respiratoire, et en fait, on se rend compte qu'ils travaillent plus, probablement qu'on rééduque le diaphragme, et qu'en fait, en ventilation conventionnelle, on les sur-aide probablement, et que du coup, ils ne respirent pas beaucoup d'eux-mêmes. On peut passer. Ça, c'était des premiers résultats où on voyait en fait en VACI la désynchronisation. Donc, la courbe du bas, je ne sais pas si je peux vous montrer. Ouais, vous voyez ma flèche ou... Ouais, la courbe du bas, c'est le DI, donc le signal, le trigger diaphragmatique. Et on voit, et la courbe, la troisième courbe, c'est la mesure de pression œsophagienne, donc c'est l'effort respiratoire. Et on voit que la première courbe, pardon, c'est le débit du respirateur. Donc on voit que en fait, il reçoit un cycle avant même qu'il ait pu faire un trigger électrique. Et on peut passer après. Et ça, c'est une courbe en AVA où on voit que on a d'abord le signal électrique et la pression œsophagienne qui diminue, et ensuite la délivrance du cycle machine. On peut passer.
Voilà, donc là, à venir, j'espère dans l'année, l'analyse des données avec un énorme travail d'analyse de 100 cycles par patient pendant 3 périodes, une période en VACI, une période en AVA et puis à nouveau une période en VACI. Et après, donc, exporter les résultats et les analyser et publier, j'espère, et valoriser ce travail. Voilà, je vous remercie. Vous allez avoir assez de données d'après vos premiers résultats ou l'impression, entre guillemets, que le NAVA ou la NAVA améliore la synchronisation, si j'ai bien compris, versus les périodes sans cette technique, c'est ça Et vous pensez qu'avec 8, ça sera suffisant? En fait, c'est une étude de description physiologique. Ça n'a jamais été fait chez dans cette population, donc on n'avait pas vraiment de calcul du nombre de sujets nécessaires. C'était vraiment descriptif et intéressant de voir leur travail respiratoire dans ces 2 modes de ventilation. Voilà, mais on pensait en inclure plus, mais malheureusement, on n'a pas réussi sur la période donnée. Et après, on a arrêté parce que ça fait déjà un certain nombre d'années et qu'il y a un moment, il faut avancer pour rester motivé. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, un grand merci et puis donc bravo d'avoir mené. C'est des patients difficiles. Enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je vois nos réanimateurs néonataux quand même quelquefois se faire peur avec ces malades et on voit quand même que sur vos patients, il y en a un certain nombre qui n'ont pas été bien du tout, quoi, hein. Donc, on se rend bien compte de la gravité, de la difficulté de mener de telles études. Donc, j'espère que vos résultats vous permettront de valider votre technique et vous ferez un joli papier de tout ça. Voilà, donc s'il y a plus de questions, et du coup, et merci de vous être rendu un peu disponible, mais voilà, on tient l'agenda. Je vais peut-être, Audrey, si vous voulez donner, non, il y a, alors, je voudrais vous remercier pour cette journée d'échange. Finalement, moitié en présentiel, moitié en contact. On a vu quand même il y avait de nombreuses personnes et qu'on est à peu près dans la fréquentation habituelle de nos réunions, hein. Vous nous direz si ce type de format hybride convient pour les prochains. On aura besoin de voir. Bien sûr, le programme n'est pas terminé. Donc, ce soir, les associations se réunissent pour travailler. C'est les seuls à bosser finalement dans ce groupe. Et puis demain, on a donc une matinée commune entre FIMATO et le Centre des maladies rares digestives, originale. Et je vous invite ceux qui peuvent à nous rejoindre physiquement ou en connexion à l'initiative, à l'idée de Jean-Pierre Hugo qui est c'est quoi manger, parce qu'on a quand même la majorité de nos maladies tournent autour de l'alimentation, enfin voilà, en tout cas ont un impact sur l'alimentation. Et son idée était d'inviter des bons spécialistes, des gens avec du recul, mais d'horizons très différents, depuis un chef de restaurant, un nutritionniste pur, un chercheur, etc., etc. Et donc, on aura cet éclairage demain qui promet d'être passionnant, avant mercredi après-midi de continuer sur le programme du Centre des mardis. Voilà. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? C'est parfait, hein, donc Audrey me dit que c'est parfait. Alors, je vais remercier Audrey. Merci Jean-Pierre. Voilà. Merci Audrey, c'est parfait aussi. Voilà, et merci à toute l'équipe FIMATO. Hein, elle l'a remercié au début, mais je voudrais bien sûr me joindre. Voilà, ça paraît tout simple cette affaire, mais c'est pas tout à fait tout simple. Il y a de la logistique, d'organisation, même si au fil du temps, je sens un peu moins peut-être un peu moins de stress, ou alors c'est parce que je suis un peu moins présent. Mais voilà, merci à toute l'équipe de FIMATO pour cette organisation. Merci à tous d'être restés, et puis à demain pour la suite. Hein, c'est pas terminé. Voilà, à demain.